Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Pour le ministère de la Santé publique, c'est un retour à l'orthodoxie. Il s'agit juste du respect du cadre réglementaire, rien de plus. On n'a pas baissé les salaires des médecins. La suppression de la prime de technicité, agent technique, à la demande du ministre de la Santé à son homologue des Finances, passe très mal, alors que le pays reste classé parmi les plus touchés par la pandémie, avec plus de 17 000 cas, dont 763 personnels de santé, 391 décès, parmi lesquels 17 membres du corps médical. Les professionnels de santé s'interrogent sur l'opportunité d'une telle décision. Pour ces derniers, cette mesure est de nature à démotiver un personnel qui fait déjà difficilement face à la pandémie. Pas question de reculer, soutient-on, du côté du ministère de la Santé publique. Dans les moyens, dans les normes, les médecins devraient plutôt rembourser ce trop perçu qu'ils encaissent depuis bientôt 18 ans. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Suppression de l'indemnité de technicité chez certains personnels de santé en temps de Covid. Comment ça s'explique? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau, et malheureusement, beaucoup de médecins n'ont pas accepté de venir parler de cette cause. J'espère que vous comprenez pourquoi, mais nous ne pouvons pas laisser passer cette actualité. Bonsoir, Albert Anatole Haïssi. Bonsoir, c'est Jalin. Je salue votre panel ainsi que les téléspectateurs d'Equinox Télévision, particulièrement ceux-là qui nous regardent du côté de Manatélé. C'est mon département d'origine, précisément du côté de Yenme, mon village. Permettez-moi d'exprimer un coup de gueule, comme d'habitude. Je ne sais pas si vous avez fait un petit tour ces derniers temps du côté de la route qui va du côté du stade de Japoma. Malheureusement, de ce côté-là, il y a quelque chose de pas très bien qui se passe, c'est-à-dire que les emprises publiques ont été envahies par des commerçants. Nous avons de ce côté un marché à ciel ouvert. Vous avez carrément la desserte qui va du côté du stade de Japon. C'est une route qui est en chantier, qui n'est même pas encore réceptionnée. Le marché s'est déjà installé. Il y a déjà un marché spontané, il y a même déjà un dépôt de planches. Et plus loin, comme si ça ne suffisait pas, vous avez justement une décharge publique d'ordures, si vous voulez. Et à l'intérieur, à l'intérieur même du stade, vous avez des individus qui ont carrément transformé le parking qui est réservé, n'est-ce pas, aux visiteurs de ce splendide stade en terrain de conduite automobile, pour ceux qui, en terrain d'apprenant en conduite automobile. Je pense qu'il est important que le maire de la mairie de Douala 3e prenne pleinement ses responsabilités, avec le soutien certainement du sous-préfet de Douala 3e, bien évidemment. Et en plus, il faut que je le précise, au regard de la beauté de ce joyeux architectural, il est important que le maire de la ville qui vient d'arriver là, qui s'illustre par d'autres choses, puisse véritablement respecter le plan directeur d'urbanisme afin que les constructions qui seront érigées de ce côté-là respectent une norme architecturale. Merci pour ce coup de gueule. Bonsoir Raphaël Ndougou. Bonsoir Sergent Autour, bonsoir aux co-panélistes. Permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de notre ami et frère Georges Borrell qui s'en est allé, qui était habitué de ce plateau, qui était quelqu'un de notre parti politique certes, mais un Camerounais qui avait justement des ambitions pour le bonheur de ce pays. Je voudrais dire donner toutes les forces à sa famille, c'est-à-dire son épouse et enfants, qui sont aujourd'hui dans les pleurs. Lorsque je l'ai dit, permettez-moi de dire bonsoir à vos millions de téléspectateurs, ceux qui nous regardent sur la toile, ceux qui regardent en direct aujourd'hui. Je voulais également dire un bonsoir particulier à Stéphane Elanga parce qu'il est
quelqu'un qui nous regarde et je vous dirai au cours du débat pourquoi c'est je dis bonsoir. Bonsoir Salomon Béaz. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes très chers co-panélistes. Et je voudrais profiter de cette antenne avec votre permission, si vous me la donnez. Et tout le monde profite, allez-y, de profitez. Souhaiter un bonsoir particulier à un grand manager, je vais le nommer, M. Séverin Tchonke, qui est en train de marquer de son empreinte dans le territoire camerounais en matière d'éducation et d'information, et qui aujourd'hui apparaît comme une véritable source d'inspiration. Je voudrais aussi souhaiter un bonsoir à Sa Majesté, le roi Sokudjo de Bamenjo, qui est une véritable mémoire historique pour des jeunes comme moi, ambitieux, soucieux de l'avancée du Cameroun, et qui voudraient, n'est-ce pas, puiser dans une source fiable qui est aux antipodes de ce qu'on nous a toujours donné dans notre histoire, loin des vérités qui se sont réellement passées. Et je voudrais chuter pour souhaiter un bonsoir aussi au digne fils héritier du trône d'Orba Bissogo, Sa Majesté Bilo Haïfa, à qui je salue très chaleureusement ce soir et qui doit être certainement en train de nous regarder. Bonsoir Didier Yimko. Bonsoir Serge Anotou, bonsoir à mes copanélistes. Je voudrais surtout m'incliner devant la mémoire des Camerounais de l'extrême nord qui ont été assassinés lâchement tués par les milices de Boko Haram. C'est une soirée assez douloureuse pour moi parce que je connais très bien cette région agroécologique sahélienne où j'y vais chaque fois pour des raisons professionnelles. Je suis assez affecté. C'est une occasion de dire à toutes les institutions, je rends d'abord hommage aux forces de défense et de sécurité qui sont très exposées. Et c'est une occasion aussi d'appeler à toutes ces institutions de la sécurité. Je ne leur ferai pas une leçon humblement. Je leur dirai tout simplement que les cellules de Boko Haram sont dormantes, mais elles sont encore vivantes. Je voudrais ici, si tu me permets, Serge, c'est un plaidoyer pro domo. Nous organisons les prochains jours une conférence débat autour du thème impact du Covid-19. J'imite le chef de l'État Paul Biya sur l'environnement. L'environnement, pourquoi? Parce que, voyez-vous, tous les grands experts du monde avaient prédit un destin, une hécatombe au continent africain, la terre natale de l'humanité, comme dirait Achille Mbembe. Malheureusement, notre plan de riposte aujourd'hui fait des envies. Si l'Afrique aujourd'hui n'a pas à réagir autrement par rapport au modèle importé, c'est évidemment grâce à sa biodiversité, grâce à l'écologie, grâce à ces gens très très riches. Et je pense qu'il ne faut pas croire peut-être que c'est fini, parce que les experts aujourd'hui sur les questions climatiques démontrent qu'il y a des milliers de virus qui sont peut-être comme ça. Didier, vous êtes toujours dans le bonsoir là? Oui, certains disent bonsoir, moi je suis dans un plaidoyer pro domo. Voilà. Bon, si je veux sortir, c'est pour dire que il ne faudrait pas qu'on pense que tout est fini. Il y a des milliers de coronavirus et qu'à tout moment tout peut arriver. Donc après ce coronavirus, il faut penser à un autre type de comportement face à notre environnement, et c'est pour ça que nous organisons cette conférence. Vous voyez, les infections émergentes, 60% des infections émergentes aujourd'hui sont des zoonoses. Et ces zoonoses sont des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme et vice-versa. Voilà. Merci beaucoup. Merci Didier Imkwa. Je vous l'ai dit, difficulté à voir les médecins camerounais sur ce plateau, mais nous avons un qui va parler depuis Montréal, le médecin camerounais. Il est déjà là, professeur Jean-Chio Prévost. Bonsoir, je sais que c'est l'après-midi chez vous là-bas à Montréal au Canada. Bienvenue une fois de plus, je vous vois en tenue. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain, bonsoir, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs et salut Osman Koupanélis. Bon, voilà, on va aller tout de suite, on va rentrer de plein pied dans le sujet. Est-ce que pour vous, on a dit en temps de Covid, est-ce qu'une mesure comme celle-ci est opportune? Supprimer l'indemnité technicité à ces soldats-là qui, depuis 4 mois, se battent pour, on va pas dire éradiquer, mais se battent quand même contre ce vilain virus.
Oui, absolument. Le terme soldat, Serge Alain, vous utilisez à peu près, puisque dès le début de cette pandémie, on a parlé d'une guerre contre cet ennemi mortel qui a décimé de nombreux Camerounais et qui a touché au sang, au cœur, les soignants. Donc il y a plus de 700 soignants qui ont été touchés et 17 qui ont perdu la vie. Et dans une guerre, on ne désarme pas les combattants. Et on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et dans le contexte de cette pandémie, il y a eu plusieurs éléments qu'il faut rappeler pour que les téléspectateurs puissent se restituer. Et la première chose qui a été un élément important, c'était l'inconnu. Donc, dès l'instant où la pandémie est arrivée, il y a eu beaucoup d'incertitudes sur la saturation des hôpitaux. Donc, un des éléments majeurs, c'était l'importance de faire de la place pour accueillir les malades. Donc, l'activité médicale dans le sens global a diminué un petit peu. Et donc, dans les balances financières, moins important que le moins d'argent. Avec en parallèle de ça, des sorties d'argent importantes nécessaires pour la lutte en ce qui concerne l'équipement de protection des personnels de la santé, en ce qui concerne les traitements et tous les supports nécessaires. Mais malgré tout, lorsqu'on regarde dans ce contexte-là, le fait qu'une décision comme celle-ci de désarmer en diminuant les ressources de ces soignants, qui, au demeurant, je dois aussi le souligner, sont très très faibles. Quand on compare le salaire d'un médecin camerounais à d'autres médecins de la sous-région, on voit qu'ils sont largement sous-payés. Et ceci est effectivement un constat qui date de plusieurs années et qu'on ne voit pas forcément dans les dernières années d'amélioration pour essayer d'optimiser ces choses. Ce sont des métiers qui sont longs, la formation médicale est longue, ce sont des métiers qui ont des lourdes responsabilités, on voit la mort, et c'est sûr que dans ce contexte comme ça, très mal payé, pousse, comme on le voit souvent, plusieurs médecins à aller travailler dans le privé ou à faire une activité à la fois publique et privée. Donc, si on leur enlève encore dans un contexte comme celui-ci le peu de suppléments qui permettent un petit peu d'augmenter leur salaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer encore une désertion du système public pour aller nourrir le système privé. Et là, je vais aussi rappeler que cette épidémie et cette pandémie n'est que le début de choses qui vont donner des impacts culturels. On va parler des conséquences au décours de la pandémie, d'autres maladies chroniques et des maladies qui, pendant la pandémie, peut-être n'avaient pas consulté dans les hôpitaux, vont devoir revenir à l'hôpital. Donc, il va falloir satisfaire à ces médecins, il va falloir les traiter pour qu'ils restent dans le système public. Et je pense, et je le dis haut et fort, que cette décision est une mauvaise décision dans le moment actuel de faire la lutte médicale et comment après que le ministre de la Santé ait pris cette décision. Et en même temps, je le comprends, c'est généralement une décision peut-être qu'il a pris dans un moment où un élan de désespoir, dans un système où on a les caisses de l'État qui sont peut-être dues à une gestion calamiteuse des ressources de l'État. Et on voit par exemple que beaucoup, dans le passé, ont été dépensés dans des investissements ou dans des instruments d'argent et on a actuellement une approche qui vise à désarmer les combattants et qui est une nouvelle approche. Voilà, merci professeur Diantou. On va permettre également à la technique de réajuster avec vous. De l'autre côté de Montréal, je commence avec vous, Didier Yamkwa. Vous avez suivi le professeur Diantou, dit que c'est une mauvaise décision. On ne désarme pas les combattants en pleine guerre. Mais ces jalons, tout cela va sans dire. Lorsque j'ai appris, vous m'avez envoyé le thème, je suis allé chercher la réponse très loin, peut-être dans la philosophie. Je ne sais pas si le Cameroun est un pays atomique, je parle comme ça comme le professeur Komini, c'est-à-dire qui ne vit pas dans le continent, au même moment où partout on est en train de rendre hommage au système de la santé, on est en train de rendre hommage à tout cela grâce à qui nous sommes peut-être en vie, il faut le dire, parce que cette année, nous nous battons pour rester encore en vie. Voilà,
les fonctionnaires décident comme ça de prendre des décisions ne tenant même pas compte du contexte. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont tapis dans les administrations, qui ont décidé comme ça de saper, de saboter l'action publique. Et ça me rappelle un peu ce que le professeur Messariamdi évoque souvent, le coup d'État scientifique. Voyez-vous, je suis allé très loin chercher chez Michel Crossier. Michel Crossier, c'est un spécialiste, un sociologue français qui a beaucoup travaillé sur l'organisation du pouvoir. Il dit, dans un de ses livres, Système RT, il dit qu'un régime a toujours ses adversaires identifiés, qu'on ne peut pas identifier. Vous comprenez? Il a des adversaires qu'on peut identifier, il y a des adversaires qu'on ne peut pas identifier, mais ceux qu'on ne peut pas identifier, ils sont dans les officines, des laboratoires, avec un seul agenda, saboter l'action publique, et ils ont des relations qui entretiennent avec certains partis politiques et qui leur donnent comme ça du grain à moudre pour des débats, des questions de la nation. Voyez-vous, et puis il n'a pas tort lorsqu'on regarde ce qui se passe. Et on donne raison à ceux qui pensent que nous sommes dans une république des réseaux, où les gens s'affrontent, où les gens se posent des pots de bananes. Et je suis encore allé plus loin. Depuis un certain temps, on parle de remaniement ministériel. Est-ce que les gens ne se mettent pas des pièges parce qu'il faut détruire tel pour se faire voir par terre? Sauf que, comme le dit même un proverbe chez nous, lorsque les éléphants bagarrent, c'est quand même l'œuf qui chauffe. Donc moi je pense que c'est une décision inopportune. On n'en avait pas besoin aujourd'hui. Je crois que ces gens-là devaient être à la limite même punis. Parce que l'impunité, tout à l'heure je parlais de ses adversaires. On parle du correspondance du ministre de la Santé en personne, le 23 au ministre des Finances. Oui, mais je crois que c'est une décision inopportune. Lui demandant de supprimer cette Non, elle est inopportune. Tout à l'heure, moi je ne voudrais pas faire une fixation sur quelqu'un, je parle du système, je parle du régime, je ne veux pas faire une fixation. Parce que c'est une mécanique. Mais oui, c'est une erreur. Il ne devait pas le faire. C'est une erreur. Il n'est pas sûr que même le ministre soit un agent de sabotage de l'action publique. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, c'est en train d'emballer toute l'opinion nationale. Moi, je pense que cette décision-là n'est pas bonne. On l'attend ailleurs, on ne l'attend pas sur les questions de réduction. Ailleurs, c'est où? On l'attend où? Sur le plan de riposte, c'est là où on l'attend. La distribution, par exemple, des masques ou bien du gel hydroalcoolique, c'est là où on l'attend. On ne l'attend pas là où il faut réduire les primes. Et la gestion des dons. Cela va sans dire. Donc moi, je pense que je vais chuter en disant que c'est malheureux. Chaque fois, il faudrait présenter des scènes assez odieuses. Au vu, à mon vision, c'est pas bon pour l'image du Cameroun. Albert Natola ici, une décision inopportune pour vous également? C'est temps de Covid? Non, écoutez, je n'ai pas l'habitude des émotions. Oui. J'ai l'habitude de dire les choses telles que je les pense. Voilà, c'est pourquoi je vous ai invité ce soir. Voilà. Donc, écoutez, il s'agit d'une décision qui a été prise depuis 18 ans et qui devait être mise en place et qui devait être mise en œuvre depuis. Oui. Maintenant, il n'a pas mis en œuvre avant le Covid. Et puis, la question fondamentale, pourquoi maintenant? Voilà. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ceci étant, avant de répondre pourquoi maintenant, oui. Je me suis attendu à voir la réaction de l'Ordre national des médecins du Cameroun qui n'a pas encore réagi. Oui. Ça veut donc dire qu'il y a un problème. Il y a un collectif qui s'est créé. Non, un collectif, c'est quelque chose de spontané. Collectif des indignés. Oui, justement. Collectif des indignés. Ouais, les indignés. Et encore que ce n'est pas tous les médecins qui sont concernés par cette mesure de suppression de technicité. Mais écoutez, est-ce qu'on doit pouvoir questionner la question de l'opportunité, de la mise en œuvre de ces décisions? J'ai envie de dire que c'est 2400 francs. Oui, bon, écoutez, les anciens pourraient aussi vous dire, écoutez, pourquoi et pas nous? Oui, et je pense qu'il faut éviter d'être égoïste. Il faut éviter, c'est vrai que chacun, malheureusement, n'a pas de médecin sur ce plateau, mais je pense que dans une situation de crise, il faut plutôt aller questionner les problèmes de tension financière que des questions d'autres politiques. Peut-être que ça peut avoir, n'est-ce pas, des implications politiques. Forcément, ça devrait avoir des implications politiques, mais il faut éviter de verser dans la motion. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ça, vous le savez, la trésorerie nationale est sous tension. Il faut donc aller chercher de l'argent quelque part.
pour continuer à faire fonctionner l'État. L'État, il ne faut pas que l'État s'endette. Et je sais que, comme M. Andelo dit, il y a certains médecins qui sont en train de m'insulter. C'est leur droit le plus absolu. Donc, bien évidemment. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en fait, mon problème, c'est pourquoi est-ce que c'est maintenant que cette décision est mise en œuvre? C'est ça. Justement parce que j'ai le sentiment que nous avons un problème de gouvernance au Cameroun. Lorsque je parle de la gouvernance, je parle de la gouvernance au niveau de la gestion des décisions qui sont prises. Parce que ça me remet à la surface, n'est-ce pas, l'absence de proactivité de la part d'État par rapport à certaines décisions qui impliquent ou qui ont des implications au niveau de l'espace public, au niveau des corps sociaux, comme celui des médecins. Donc je pense que c'est vrai qu'on leur a supprimé 2400 francs, peut-être ça vaut rien, mais ça vaut beaucoup de milliards multipliés par X. Ça vaut beaucoup de milliards qui peuvent servir à l'État à régler d'autres problèmes, notamment ces médecins ne vous diront pas qu'ils ont des primes par rapport aux risques parce qu'ils sont en première ligne dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc ils ont des primes, ils ne vous nous diront pas combien quel est le montant de ces primes. Donc je crois qu'il ne faut pas aller chercher sur des implications politiques. Il faut beaucoup plus aller chercher au niveau de la recherche de l'argent. Et je pense que si l'État avait besoin de chercher de l'argent quelque part pour soit renforcer sa réponse au niveau... C'est sur les médecins que ça doit se passer en cette période-ci. Mais pourquoi pas? En temps de Covid. Non, pourquoi pas? Mais pourquoi les pas? Médecins. Je voudrais vous dire une chose. Attendez. Il y a des décisions qui peuvent être prises, qui peuvent sembler impopulaires, qui peuvent énerver, ça va faire mal, mais qui méritent d'être prises. À un moment donné, il faut avoir le courage de prendre certaines décisions. Oui. Mais sauf que, à mon sens, il ne fallait pas aller seulement chercher seulement chez des médecins. Voilà, il fallait aller chercher quelquefois chez les détourneurs de deniers publics. Il faut aller chercher chez ces gens qui ont chercher chez ces gens-là. Non, on peut aller chercher là-bas, puisque il y en a qui on peut aller chercher là-bas. Il faut aller chercher là-bas. On peut aller chercher chez des fonctionnaires qui ont de gros salaires. Pourquoi on n'est pas allé chercher là-bas? Justement, il faut questionner les décideurs. Donc les médecins, c'est facile? Non, c'est pas que c'est facile. Je suis en train de vous dire que les médecins les médecins font partie du corps social. Oui. Écoutez, le gouvernement aurait pu aussi aller chercher de l'argent chez les douaniers ou bien chez les inspecteurs des impôts. Il n'a pas fait. Bon, je pense que ça aussi c'est possible. Bon, on ne va pas demander au gouvernement pourquoi est-ce qu'il n'est-il pas allé chercher de l'argent chez les douaniers, chez les inspecteurs des impôts, en tout cas chez ceux qui en ont. Donc moi je pense que si les enseignants se trouvent dans la même posture, ils vont vous dire mais pourquoi seulement nous souffrons depuis des années, nous souffrons le matin depuis des années, mais on s'en plaint pas. Bon, on fait avec. Donc je pense que encore que il ne s'agit pas de tous les médecins. Et puis, dans la note, le ministre précise qu'il s'agit d'une perception indue. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on parle d'une nous sommes tous d'accord, ça veut dire, je suis en train de vous dire qu'il s'agit de l'argent. C'est sur le timing, l'opportunité. L'opportunité, j'ai dit, on peut prendre des décisions à tout moment, même en temps de guerre, on peut prendre de bonnes... on peut prendre en temps de guerre, sur les soldats. En temps de crise. Oui, en temps de guerre, sur les soldats. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions en temps de crise. Vous dites qu'on peut prendre écoutez, en temps de guerre, on prend des décisions sur les soldats. En temps de crise, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, il y a des décisions à prendre. Merci Albert Natola ici. On va d'abord demander, je sais que Salomon Béance, vous allez conclure ce premier tour. Merci. Raphaël Ndougou, dites-moi. Pourquoi on n'est pas allé chercher, comme dit Albert Natola ici, chez les autres, chez les enseignants, chez les autres? Pourquoi seulement les médecins en ce temps de Covid? Comment vous expliquez ça? Vous allez me permettre de vous dire que je suis ici aujourd'hui représentant, si vous voulez, un membre du RDPC, mais j'ai également une autre casquette, seul le syndicaliste. Donc sur le cas précis, je suis concerné en juste titre. Lorsqu'on veut toucher une prime, ou on veut même baisser le salaire du travailleur, on doit pouvoir lui indiquer cela avant. Voilà.
C'est-à-dire que, même ce soit dans les administrations ou même dans le secteur privé. Voilà pourquoi je vous en prie, le collectif des médecins indignés dit faisant suite à la baisse unilatérale et sans préavis. On convoque donc, il y a des délégués du personnel dans ces administrations-là, il y a certainement des leaders syndicaux qu'on peut convoquer, surtout que ça date, on parle de plusieurs dizaines d'années. Voilà, 2002. Et donc près de 20 ans. Et donc, ce n'est plus une affaire où on va courir. Autant mieux trouver des solutions idoines pour voir dans quelle mesure on va expliquer à ceux-là qui ont perçu et que eux, ils ont perçu sans savoir que c'était interdit. Parce que de toutes les façons, quand ils perçoivent, vous imaginez un fonctionnaire qui a pris son crédit dans une banque. Et puis, comme ça, au mois de juillet, il vient de prendre son crédit en mars. Et puis, au mois de juillet, vous lui enlevez 2400. Dans les ménages, on sait que 2400, c'est la ration. Donc, ça, c'est le social. Oui. Et du coup, d'ailleurs, ce que je dis ici m'engage à moi. Oui. Très bien. Maintenant, on pouvait donc se dire, lorsqu'il y a un ennemi dans la maison, on combat l'ennemi, même si hier, on se regardait en chaîne de faïence, on combat d'abord l'ennemi avant de régler nos problèmes de la maison. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que on finit d'abord avec le Covid ou la Covid, c'est ce que vous voulez, mais on finit d'abord avec cette pandémie et puis maintenant on se dit, d'accord, asseyons-nous autour d'une table pour voir dans quelles conditions on peut soit supprimer cette prime-là. Maintenant, vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps là, le débat allait dans tous les... D'ailleurs, le premier débat sur cette table-là hier était un débat lié à la gestion. C'est-à-dire que du Covid-19, vous voyez que le ministre Manaouda n'a même pas encore fini de bien expliquer. Vous savez, le sort qui a été réservé hier à votre confrère, c'est pas du côté de Yaoundé. Maintenant, on nous amène encore dans une autre histoire. Je n'ai pas envie de dire, comme M. Imkwa, qu'il y a un problème dans la maison. C'est-à-dire qu'il faut bien que quelqu'un soit mal vu, peut-être... À la maison gouvernement camerounais. Oui, dans la maison, on se comprend bien. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi tant de problèmes autour du ministère de la Santé? Il n'y a pas très longtemps, le ministre, permettez-moi, le président de la République a reconnu le travail du personnel de santé en donnant quelques avantages à ce personnel-là. Est-ce ça veut dire donc que le président s'est trompé en demandant que l'on ajoute quelque chose dans leur salaire, si vous voulez, et qu'aujourd'hui on demande de retirer encore 2400? C'est un problème. Et tout de suite, ça m'amène à dire que ce qui nous dérange souvent, dans les administrations de manière générale, et même dans le gouvernement, il faut le dire. Si on ne communique pas suffisamment, il y a un problème. Parce que s'il peut y avoir un souci, que certainement ces médecins-là, ces techniciens-là, percevaient indûment ces primes. Mais si on le fait à la hâte, si on le fait parce qu'un directeur a initié une note, et on a amené ça devant la table du ministre, le ministre a signé. Et ce n'est pas le directeur qu'on voit, c'est le ministre qu'on voit, du coup, ça devient un problème. Or, on aurait dû, le directeur des ressources humaines dans ce ministère aurait donc dû appeler ces gens-là d'abord pour la première phase de discussion. Si ça n'a pas marché, ça remonte au niveau du ministre. Mais tout cela n'a pas été fait. Du coup, on se retrouve dans une situation où on croit que si le ministre a signé, peu importe ce que le Cameroun, vous vous souvenez quand même sur le plan social au Cameroun. Parce que j'ai entendu le M. Aïzi parler des enseignants. Effectivement, dans un pays, il faut bien payer les enseignants qui eux-mêmes deviennent les médecins, d'accord. Mais il ne faut donc pas commencer par frustrer ceci. Parce que si on supprime quelques primes des enseignants, entre-temps, ils vont également se soulever. Il y a des moments où on se dit, ce n'est pas le bon moment. Il parlait tout à l'heure de la trésorerie chez nous. Non, mais ce n'est pas avec les 2400 fois 10 000 que ça va résoudre un problème. On sait comment on peut faire. On n'a pas besoin d'aller supprimer 2400 à un pauvre médecin. Vous vous souvenez qu'ils sont déjà morts à peu près 17. Il n'y a pas longtemps, tout un médecin chef d'hôpital est décédé de cette affaire de Covid. Mais au moins, on pouvait quand même avoir la décence pour dire, mais ces gens-ci, ils sont sur le champ de bataille. Dites-vous que ce soit les militaires qui sont du côté de Nozo, qui sont du côté de l'extrême nord, qu'on venait à supprimer leur prime. Vous croyez que ça devait être gay? On ne devait pas être content d'en parler. Donc moi, je vous dis sincèrement qu'avec ma cassette de syndicaliste, je condamne ça fermement. Ok. Voilà, Salomon Béa, justement, sur cette situation, alors qu'on attend une augmentation,
On est plutôt en régime suppression. C'est une situation qui est très alarmante, surtout au vu de la situation du Covid-19 que nous vivons depuis un certain temps, depuis pratiquement 6 mois que nous vivons cette situation. C'est très alarmant. Mais j'ai écouté mes très chers copanélistes disserter avec brio, mais je n'ai pas ressenti dans la substance de leurs propos la place, les conséquences que cette mesure peut avoir sur l'impact de la vie des Camerounais. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui doit intéresser les Camerounais. Je voudrais commencer par dire dans tant de propos que nous devons d'abord savoir que le budget alloué à la santé publique est égal à 213 milliards, qui représente pratiquement 0,30% du budget général de l'État du Cameroun. C'est déjà un budget qui est très inférieur au vu de ce que nous devons faire en matière de couverture sanitaire dans notre pays. Nous constatons donc que le secteur de la santé, tout comme le secteur de l'éducation, représente 2 secteurs que l'État a complètement délaissés. Conséquence, ces 2 secteurs fonctionnent mal et dans l'administration et dans l'implémentation des politiques de santé sur le terrain. C'est perceptible, c'est visible. Chez nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous avons constaté ça depuis. C'est pour ça que nous avons dit, sans risque de nous tromper, que ce qui nous gère ne gère pas en faveur de la population. L'intérêt de la population ne les intéresse pas du tout. L'humain n'est pas mis au centre de la gestion et de l'implémentation des politiques au Cameroun. Non, ce n'est pas ça leur intérêt. Leur intérêt, c'est de faire prévaloir leur casquette. Et nous l'avons dit. Parce que si je ne le dis pas, comment on peut comprendre qu'une maison est en train de brûler? Pendant que les sapeurs arrivent avec de l'eau, quelqu'un vient avec de l'huile. Comment on peut expliquer ça? Qu'un enfant est en train de se noyer, pendant qu'on cherche à le sauver, une autre personne l'enfonce au fond. Comment vous pouvez expliquer ça aux gens? Ce n'est pas possible. La seule explication qui tienne, c'est que les causes qui permettent en sorte que ce genre de choses arrivent dans notre pays, c'est la malgouvernance généralisée de notre système qui a déjà montré toutes ses limites et qui est un système qu'on doit mettre de côté, qui ne favorise pas l'évolution du secteur de la santé. Mon copanéliste Anatole a parlé, n'est-ce pas, du déficit de trésorerie. Alors, nous devons constater que cette mesure qui avait été prise, c'est une loi de 2002 qui vient d'être implémentée en 2020. Alors, est-ce que si on va dans le fond, on se rendra bien compte que ce qu'on pense que ces médecins ont touché comme salaire indu a réellement été déversé? Est-ce que si on pousse au bouchon, on ne se rendra pas compte effectivement que ceux qui ont fait glisser cette loi n'ont pas grignoté effectivement cet excédent qu'ils disent aujourd'hui avoir donné et qui serait rentré dans une caisse spéciale dans les poches des individus? Ça, ce sont les questions qu'on peut se poser. Mais nous, ce qui nous intéresse au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ce sont les conséquences d'une telle décision. C'est qu'en fait, si le médecin n'est pas bien traité, si le personnel soignant n'est pas outillé, ce sont les Camerounais qui meurent. Voilà la conséquence. Et moi, j'ai déjà peur d'aller à l'hôpital. Imaginez-vous que vous soyez consulté par un médecin dont l'enfant ne va pas à l'école parce qu'il ne dispose pas des moyens, dû au fait que son salaire a complètement été dilapidé. Il arrive au travail avec un système nerveux déjà touffu, mais il vous met une injection dans l'os et vous mourrez. Combien de décès dans nos hôpitaux adviennent du fait que les médecins sont stressés par la pauvreté que les a infligé le système de malgouvernance de Yaoundé, stressés de par le fait que le plateau technique déjà ne leur permet pas de mettre en évidence ce qu'ils ont appris à l'école 12 ans. Okay. Mais à contrario, on fait avancer les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, qui ne produisent rien en termes de richesse. Alors, si le trésor public est déjà affaibli, qu'on diminue le train de vie de l'État, que les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, que tous les avantages soient supprimés, on les enlève les chauffeurs, on les enlève les boys parce qu'ils ne produisent pas la richesse.
Ça, c'est la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Et Voilà. c'est une vérité claire qui n'est pas contestable. Voilà, je vais vous donner à chacun 30 secondes. Vous voulez réagir parce qu'il nous attend le professeur Djantou à Montréal. Rapidement, d'abord, rapidement. Oui, c'est DJ Yimko. le 20 décembre 1983 en Tunisie, pour avoir augmenté quelques centimes sur le prix du pain, cette augmentation a déclenché des émeutes. C'est l'histoire, et l'histoire est pourvoyée d'arguments. La politique, c'est quoi? La politique, c'est la gestion de la chose de la cité. Donc, c'est le social. Que l'on me dise que enlever 2400 du salaire d'un médecin n'est pas un problème politique, cela relève, si ce n'est pas du fétichisme, Non, du charlatanisme. je vous en prie. C'est des primes. Je vous en prie. Que ce soit salaire. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Pour nous, c'est le salaire. Je peux vous dire qu'à cause des 2400 là, certains médecins vont partir. Ils sont très mal payés au Cameroun. Peut-être vous ne le savez pas. Renseignez-vous. Je vis avec les médecins. Ils sont très mal payés. Et c'est pour ça que tous les jours, il n'y a plus de médecins camerounais à l'étranger qu'au Cameroun. Voilà, justement. Vous comprenez? Pour sortir, le jeune ministre Malaché est très malin. Il reçoit les coups de boutoir partout. Il crée. Ça, je viens de réfléchir tout à l'heure quand mes panélistes assez éclectiques étaient en train de parler. Je viens de recevoir, moi, comme quelque chose qui me vient. Il crée l'actualité dans l'actualité. Et aujourd'hui, au lieu de parler de sa reddition des comptes qu'il a publié, nous parlons maintenant des 2400 qu'il a enlevés dans le salaire des médecins. Donc ça, on ne peut pas... On a parlé des comptes hier. Oui, cette gouvernance, bien, cette gouvernance par l'embuscade ne fait pas honneur au pays, vous comprenez. Ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question de gestion des fonds publics. Moi, je dis, c'est quelque chose qui ne fait pas honneur à ce pays. Ok. Les 2400 qu'on a enlevés peuvent pousser les docteurs, les médecins camerounais à partir. Ok. Voilà, rapidement, également, Albert Anatola, avant d'aller au Canada. Tout à l'heure, j'indiquais, qu'en période de crise, il n'y a pas de bonnes décisions, il n'y a pas de mauvaises décisions. Il y a des décisions à prendre. Bonnes ou mauvaises, pourvu que ça peut résoudre un problème, on les prend. Donc, et je voudrais également préciser à l'intention de M. Didier Mkoua, il ne s'agit pas de salaire, il s'agit de primes de technicité. Oh, c'est un détail. C'est important, c'est pas un détail. Prime ou pas prime, ça C'est de l'argent. Maintenant, permettez, comme je vous écoute, s'il vous plaît. Oh, oui. Quand vous allez acheter dans une shop, on vous dit pas que merci de m'écouter comme je vous écoute. C'est un détail, il faut sortir du détail. Vous pouvez m'écouter comme je vous écoute. Merci. Alors, je suis en train de dire qu'il ne s'agit pas de salaire. Ça, c'est important parce que lorsque vous envoyez une information, vous êtes l'émetteur, vous ne savez pas ce que le récepteur comprend. Mais il s'agit de l'argent, vous êtes d'accord avec moi. Il s'agit des primes. Okay. Et c'est pas tous les médecins qui sont concernés. Je ne parle pas, je ne suis pas le communicant du gouvernement, bien du ministre de la Santé publique, mais je vous pose les faits, je présente les faits. Mon problème à moi, en tant que journaliste, c'est quoi? C'est que il ne fallait pas attendre 2020 pour mettre en œuvre cette c'est pourquoi je commençais par vous demander l'opportunité. Non, justement, il ne fallait pas. Justement, ça pose donc. Le problème n'est même pas. Est-ce que le problème c'est 2020? Le problème c'est le temps de Covid. Ils sont des soldats. Nous parlons tous de la même chose, c'est-à-dire de l'opportunité pendant la crise sanitaire. J'ai donné une esquisse de réponse. Il répond, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que ça peut l'État peut être en train de rechercher, n'est-ce pas, de l'argent, parce que nous sommes là dans les tensions de trésorerie. Ça, il faut pas, on ne s'en cache pas. Mais deuxième réponse que je vais donner, c'est quoi? C'est que il s'agit d'une mesure qui aurait dû être mise en œuvre depuis 2002. Ça a été pris depuis 2002. Maintenant, on attend 2020 pour la mettre en œuvre. Là, il y a un problème de casting. Voilà. Merci. Professeur Djantou Prévost, vous, comment le Canada s'est occupé de ces soldats du Covid? Oui, merci. C'est vraiment un élément sur lequel on pourrait réfléchir, de comparer les pratiques. Ces deux pays qui ont des points communs, le Canada et le Cameroun. Et nous, ici au Canada, il y a eu vraiment une manifestation concrète d'un leadership à la tête de cette guerre. Et c'est un des éléments sur lesquels on n'a pas observé au Cameroun, ce leadership qui était aux commandes déjà à la tête de l'État. Donc nous, une des choses qui est importante, lorsqu'on parle de la gouvernance, c'est aussi la façon de prévoir, d'anticiper et de regarder les facettes sous différents angles.
Donc, dans une guerre, il y a la stratégie, et dans la stratégie, il faut évaluer les impacts des différents éléments. Et si un des éléments qui était important, c'est de faire appel justement aux fédérations des médecins pour qu'ils puissent arriver à la table de discussion pour apporter leur point de vue dès le départ de façon très, très anticipatoire. Et dans ce contexte-là, il a fallu pour ce type de pratique définir deux groupes de médecins. Le groupe des médecins qui serait hyper débordé par rapport à leur modalité d'activité. On parle ici des médecins des urgences ou des médecins de réanimation. Et puis, il y a l'autre groupe de médecins qui étaient dans des services où leur activité a diminué de façon drastique. C'est le cas pour nous, par exemple, en gastro-entérologie, où les chirurgiens aussi, au bloc opératoire, on a dû diminuer les activités de façon majeure. Donc, ça veut dire une baisse importante des revenus. Et dans cette approche en termes de prévision, les fédérations ont mis en place deux éléments. Le premier élément, c'était la réallocation des médecins dans d'autres spécialités, dans d'autres services. Donc, pour permettre de prêter main forte aux services qui en avaient le plus besoin. Professeur Diancho. Et la mise en place d'autres systèmes pour continuer le suivi des malades. Par exemple, l'approche de télémédecine qui était importante puisqu'on est dans des domaines où il y a beaucoup de maladies chroniques. Professeur Diancho. Dans les deux cas... Professeur Diancho, je vous en prie. Notre préoccupation se situe au niveau des primes. Comment les médecins au niveau du Canada ont... Voilà, comment ça s'est passé là-bas? Les primes. Dans les deux cas, il a fallu mettre en place des primes pour permettre que cette nouvelle activité qui était liée à la pandémie puisse être rémunérée de façon juste et adéquate. Il y a eu des primes, par exemple, pour les médecins qui sont allés prêter main forte dans les CHSLD. On appelle ça pour des maisons de retraite où il y a eu beaucoup de cas d'éclosion. Je rappelle pour les spectateurs que les personnes âgées avaient été des formes beaucoup plus importantes. Et donc ce regroupement de personnes âgées dans des maisons de retraite ont vu l'éclosion de cas de façon très très majeure. Donc les médecins qui sont allés donner main forte ont une prime pour cette activité. Et ceux qui n'ont pas pu être dégagés ont également des primes par rapport au manque de revenus dû au fait qu'on disait aux malades ne venez pas à l'hôpital sauf si c'est des cas d'urgence. Et dans ce contexte-là, il a fallu adapter l'activité médicale, soit les médecines, donc il fallait rapidement trouver un système de rémunération de ça, soit adapter l'activité pour, par exemple, les chirurgiens qui ne pouvaient pas opérer, et donc il a fallu mettre en place des primes. Et c'est vraiment ça qui était important, cette anticipation. Là, je parlais beaucoup des médecins, mais c'était la même chose pour les travailleurs de santé, les infirmières et autres, qui ont eu des primes de risque allant jusqu'à 8% dans certaines catégories. Donc, c'est cette anticipation-là qu'il faudrait prendre comme exemple, parce que, comme le disait un des copanélistes, à l'abri d'autres épidémies, de pandémies, si le système de gouvernement n'anticipe pas, on se retrouvera dans quelques temps avec les mêmes problématiques. Voilà, merci professeur. Justement, Raphaël Ndougou, dans d'autres pays, on a procédé à des revalorisations même des salaires. Mais nous, au Cameroun, on supprime la prime, comme ils n'aiment pas trop entendre parler du salaire, mais c'est un élément du salaire, monsieur Haïssi. Comment comprendre que dans notre pays, qu'on fasse autrement? Je vous l'ai dit que je condamnais cela parce que le moment n'était pas vraiment opportun pour prendre ce type de décision. Même si cette prime-là est indûment perçue, je vous ai indiqué que ça fait 18 ans. On n'aurait pas dû attendre, ce n'est pas le nombre d'années, mais c'est beaucoup plus la pandémie pour laquelle nous combattons tous en ce moment-ci. Et nous avons les soldats de la santé, sont les médecins. Comme les soldats créés sont les enseignants, les soldats ordinaires que nous connaissons sont là. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est au front que le moment où votre épouse ira au guichet, il va trouver moins 2400. Alors que tout est déjà calculé, on sait comment ça fonctionne chez nous. Et entre primes et autres là, nous savons bien entendu que c'est tout cela qui compose le salaire mensuel d'un travailleur. Maintenant, on a peut-être mis la charrue avant les bœufs parce que de toutes les façons, il y a eu une réunion aujourd'hui. Ouais. Nous attendons certainement des résolutions là-dessus. Et là même,
j'ai envie de dire qu'il ne fallait pas que ce soit le seul ministre de la Santé qui préside ces réunions. Il faut bien que son homologue des finances soit là. Il fallait bien que son homologue même en charge de la sécurité sociale soit là. Parce qu'ici, il s'agit, nous connaissons le coût de vie de chez nous. Il y a des moments où j'ai bien envie de dire à nos frères camerounais de laisser souvent quelquefois les questions politiques parce qu'on va parler avec la politique partout. Pour dire que ce qui nous intéresse là maintenant, c'est justement le devenir de ces médecins à moins de 1400 là. 2400. De 2400 autant pour moi. Ça dit que les familles vont souffrir. Quand vous voyez là, ne négligeons jamais rien. Nous avons déjà vu des problèmes où les gens ont fait des problèmes dans les banques parce qu'il y a moins de 500 francs. Quand quelqu'un va dans la banque, nous connaissons le coût de vie chez nous. On a tué pour 100 francs. À moins que certains font comme s'ils ne sont pas chez nous. Donc, ce qu'on doit dire, c'est que nous attendons vivement des résolutions fortes. C'est-à-dire qu'on laisse d'abord, qu'on sursoit d'abord cette note-là et voir plus clair lorsque nous avons éradiqué la pandémie. Le salaire du mois de juillet a été poncé. Très bien. 2400. Donc vous comprenez donc qu'en ce moment-là, on peut dire, à partir du salaire du mois d'août, on va remettre les 2400 sous réserve la prévoyance, ou alors, je ne sais pas envie de dire prévoyance, mais sous réserve de voir clair. Parce que les ministres qui se sont succédés dans ce département depuis 2002, au moins 3 par là. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que ce sont eux qui n'ont pas voulu appliquer cette loi-là? Ouais. Vous parlez des ministres de la Santé. Les ministres de la Santé, bien entendu. Donc, et même le ministre des Finances, parce que de toutes les façons, lorsqu'il y a une loi comme celle-là, elle ne doit pas seulement être applicable au ministère de la Santé, il faut déjà voir au niveau du ministère des Finances, est-ce que quelqu'un suivait ce dossier pour voir plus clair? Parce que si nous commençons à toiletter, je suis d'accord qu'il y a un souci, nous avons besoin d'argent. Mais il faut bien qu'on toilette cela véritablement. Pour le cas d'espèce, ce n'est pas le bon moment. Et justement, ce que j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est les enseignants, les médecins doivent toujours être bien payés parce que quand vous êtes malade, si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous reçoit, et nous connaissons comment ils se comportent souvent, quelquefois quand ils ont le stress, ça dit quand même ils sont souvent stressés. À un moment donné, un personnel médical une dame qui n'a pas pu préparer chez elle hier, va vous recevoir très mal. Or, le malade peut se soigner à 40%, mais l'accueil et la prise en charge d'un hôpital, vous soignez totalement le reste de pourcentage. Donc, comprenons que peut-être, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que le ministre de la Santé il est vraiment devant la scène depuis un moment donné. À un moment donné, on parle de lui et quelquefois, ça énerve les autres. C'est pour ça que je veux dire que vous pouvez faire comment. C'est pas lui qui... Non, je vous dis sincèrement, dans une administration, il y a les directeurs et autres. Je ne sais pas quel est le directeur qui allait fouiller dans les archives pour sortir cette note et le ministre étant occupé et il a signé non sans consulter. C'est la vérité. Nous savons comment ça... C'est un ministre. Comment vous dites non, sans... écoutez, vous ne pouvez pas savoir le pile de paragraphes qu'il y a devant un ministre par jour. Surtout le ministre de la Santé. Une décision qui engage oui, mais il se trouve que dès qu'il voit que tel directeur a paraphé la note, il peut la signer. C'est pas peut-être parce que les gens n'ont pas la culture de reconnaître que non, on m'a induit chez nous, mais sauf qu'on peut le faire parce que quand vous voyez les réunions qu'il a à tenir, vous voyez les problèmes qu'il a ce dernier temps-ci, vous voyez les documents, les piles de parapheurs. Donc vous êtes dans la thèse du complot? Non, j'ai dit que de toutes les façons, ce monsieur-là, il y a un problème. Les gens ont un problème contre lui parce qu'on se dit, au regard de sa jeunesse, on se dit, au regard du fait qu'il coupe dans tous les sens depuis un moment avec cette affaire-ci, alors peut-être le président va chercher un moyen de lui donner, je ne sais pas, peut-être pas de le reconduire, mais de lui donner un bonus. Voilà, on va permettre à Salomon Béas comment comprendre qu'en cette période où les médecins ont plus besoin d'encouragement, qu'on en arrive à supprimer cette... Je suis très réjoui que le communicant du RDPC... Pas communicant. Laissons ce débat. Le représentant du RDPC ait pu reconnaître en réalité que son gouvernement, c'est-à-dire ses camarades, ont pris une mauvaise décision qui engage la vie des Camerounais. Et il est même allé plus loin. Oui. Il a dit un certain nombre de choses. Et c'est ça que les Camerounais doivent reconnaître. Maintenant, la partie qui me touche un peu, c'est qu'il dit nous ne devons pas aller sous l'angle politique quand nous voulons aborder les problèmes. Je voudrais lui dire... Merci. On revient, c'est promis, on revient. C'est l'heure du journal. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de la victoire de Monseigneur Samuel Kleda sur la pandémie
du Covid-19. L'archevêque métropolitain de Douala l'annonce après avoir guéri presque tous les cas qui ont été pris en charge dans les hôpitaux confessionnels, là où il a administré son traitement à base de pharmacopée traditionnelle. Cependant, l'archevêque a du mal à comprendre pourquoi le gouvernement revoit toujours à la hausse le nombre de cas positifs au Covid-19. Selon lui, la maladie a déjà été vaincue, notamment dans les hôpitaux confessionnels catholiques dans la ville de Douala. Nous parlerons également ce soir dans le journal de 20h d'une initiative prise par les experts de la CEMAC au regard de l'impact économique de la crise sanitaire. Il suggère au chef d'État de la sous-région Afrique centrale de mettre sur pied une grande université d'Afrique centrale, d'accélérer le règlement de la dette antérieure. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Une enquête à suivre dans quelques instants, c'est celle qui concerne la suspension de la soutenance de la thèse de Joseph Thierry au Kala Ebodé. Pour la première fois, le ministère de l'Enseignement supérieur reconnaît que c'est sous pression de sa hiérarchie qu'une telle suspension a été prise. L'affaire Okala Ebodé est-elle devenue une affaire d'État, celle de la soutenance d'un simple doctorant? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalan. Voilà, Cédric Noufflet, merci. On se retrouve donc dans quelques instants, madame, monsieur, pour le 20h le plus attendu de la planète avec Cédric Noufflet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Nous serons toujours en compagnie de nos 5 invités. Vous avez, on vous dit par exemple que dans l'Antarctique, ce qu'on appelle les pégissols, c'est des sols gelés qui contiennent des tonnes et des tonnes de virus, qui contiennent aussi des tonnes et des tonnes de gaz à effet de serre, qui, sous le fait des changements climatiques, du réchauffement de la planète, si ces sols-là se fondent, tous ces gaz à effet de serre vont se retrouver dans la nature, tous ces virus-là vont se retrouver dans la nature. Il faudrait que le continent africain, qui est la terre de la natalité, soit capable de s'armer contre ces virus-là. Donc je salue Cléda, qu'il s'arme de patience, parce que l'autoflagellation, l'autodestruction, c'est les grandes forces des Camerounais. Voilà, Salomon Béas, monsieur Cléda dit qu'il ne comprend pas que, après sa victoire, que le Cameroun, que le gouvernement continue toujours à... On donne des chiffres qui sont revus à la hausse tout le temps. Alors que déjà, lui, il a vaincu. Je voudrais saluer avec beaucoup n'est-ce pas, de considération, l'initiative de Samuel Cléda, qui est venu pallier au déficit de l'action gouvernementale, parce qu'il faut bien le noter, que les politiques gouvernementales n'ont pas visé à faire tester un grand nombre de populations. Ce qui veut dire que les échantillons que nous avons reçus, les chiffres que nous avons, sont seulement sur un nombre réduit des tests qu'on a fait. Alors, l'initiative de Samuel Cléda est venue apporter quelque chose de nouveau dans un environnement où la population se sentait déjà délaissée. Et nous devons préciser que cette initiative n'a pas été fortement appuyée par le gouvernement en place, par l'État, pour donner à cette initiative beaucoup plus de crédibilité et d'expansion à l'intérieur du triangle national. Malgré toutes les difficultés que Samuel Cléda a pu avoir pour essayer de se mettre en action, il a quand même pu apporter auprès des populations des solutions à cette pandémie de Covid-19. Donc quand il le dit, c'est avec beaucoup d'assurance, et je pense que tous les Camerounais qui sont passés par lui peuvent témoigner à suffisance de l'implication qu'il a pu avoir pour que cette pandémie puisse reculer. Donc ce combat de la Covid-19 qui est vaincu au Cameroun doit être mis beaucoup plus sous l'actif, n'est-ce pas, de Samuel Cléda, qui a évolué pratiquement en solitaire dans ce combat, dans la médecine alternative, apporter des solutions crédibles pour combattre cette pandémie. Donc je salue grandement, et je pense que tous les Camerounais aussi saluent grandement cette initiative de Samuel Cléda qui a porté des fruits aujourd'hui. Albert Natola ici, comment comprendre ça? Le gouvernement sort des chiffres tous les jours. On sait Samuel Cléda, lui, au regard des taux de fréquentation dans les institutions hospitalières catholiques, il pense qu'il est vaincu, le coronavirus. Écoutez, si j'allais, je voudrais vous dire 2 ou 3 choses. En tant que journaliste, je m'attendais à une communication scientifique, oui, qui est faite par un scientifique, par un technicien de santé.
j'ai eu droit plutôt à une communication de marketing. Parce que je n'ai pas vu les statistiques du départ et de la fin. Pour qu'on nous dise aux téléspectateurs, écoutez, j'ai reçu nos formations sanitaires, ont reçu tel nombre de patients, tel nombre ont été guéris. Moi, je reste sur ma faim, mais je ne voudrais pas quand même lapider, n'est-ce pas, la médecine africaine, c'est-à-dire la médecine alternative. Mais il faut quand même préciser qu'il n'y a pas que les établissements de santé confessionnels qui sont déguerpis, qui sont désertés par des patients. Non, même les hôpitaux publics sont désertés par les patients parce que tout le monde, justement, a la phobie. C'est un indicateur les indicateurs, c'est que... Pour vous, ça veut dire quoi que les hôpitaux soient... Je le sais, parce que je suis devenu un rat des centres de santé parce qu'il faut quand même que je sois à la page. Donc, vous allez de plus en plus. C'est vrai qu'on a essayé de faire l'effort de ne plus stigmatiser non seulement ces catégories de patients, mais également ce personnel, parce que vous vous souvenez quand même qu'au début de cette pandémie, il y avait comme une sorte de montée de stigmatisation, non seulement des patients, mais également des personnels qui s'occupaient de cette catégorie de patients. Donc je pense que tout qu'on fait, moi je m'attendais en tout cas à une communication scientifique basée sur des statistiques fiables. Bon, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de patients qui, je voudrais ici... je pense quand même qu'il y a beaucoup de patients qui ont trouvé leur compte dans cette médecine alternative qui est portée par Monseigneur Cléda. C'est une très bonne chose. Ok. Raphaël Ndougou, Monseigneur Cléda, c'est une bonne nouvelle pour vous quand même, hein? Vous l'accueillez comment? D'ailleurs, une autre casquette, je suis traditionnaliste. Ah, ok. Donc du coup, je m'intéresse aux herbes et aux causes de chez moi. En première partie, vous étiez syndicaliste. Maintenant, je suis traditionnaliste. Ouais, vous êtes traditionnaliste. À 100%, je suis avec Monseigneur Cléda. D'ailleurs, qui est un homme de Dieu, mais qui s'est intéressé davantage dans les traitements. Il n'est pas, comme on dit souvent dans mon village, ce n'est pas son premier accouchement. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de soigner, de soigner des malades sur la base des plantes naturelles. Un petit souci, c'est parce que jusqu'ici, je ne sais pas, le gouvernement n'a pas encore pris suffisamment, en dehors du Covid, mais le financement de nos chercheurs sur le plan de la médecine traditionnelle. Et il ne faut pas véritablement dormir sur nos oreilles dans ce sens. Maintenant, lui, il a dit autre chose qui concerne les chiffres. Il est difficile pour lui, sur la base des patients de Douala, de se rendre compte que ça a baissé. Alors, à ce niveau, ceux qui font des recherches, c'est multiplier des tests, donc des campagnes de dépistage, si on va dire ça comme ça, pour véritablement se rendre compte que tel est atteint. Et puis maintenant, donc, il vient voir Monseigneur Cléda à travers des postes de vente ou bien de traitement avec de la maladie. Donc, de toutes les façons, j'avais proposé ça une fois ici, il fallait bien entendu que le ministère de la Santé essaye d'accompagner ce chercheur traditionnel-là. Vous savez que beaucoup l'ont aidé dans ce sens en donnant un peu d'argent et tout, mais le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, aurait donc dû justement accompagner. Si, par exemple, ils avaient les doutes, c'est-à-dire que si il vous dit qu'il a soigné quelqu'un, on fait le test. Et nous, on sait que ce n'est même pas d'ailleurs ce qui se passe avec le Covid, là, ça ne surprend pas les Africains. Je crois que si vous avez bien suivi les gens, ils vous ont dit qu'autrefois, il y a eu une maladie similaire qu'on appelait dans mon village Soubikoumou. C'est-à-dire que bousculer les souches. Oui, et donc aujourd'hui, on n'est pas surpris avec cela. Et on avait soigné avec quoi? Avec les herbes de village que je refuse de donner le nom ici. Parce que si je donne encore les noms là maintenant, on va vous dire que vous avez invité un sorcier qui parle de serpents dans la nuit. Mais il se trouve que le salut de l'Africain n'est pas ailleurs. Je sais bien entendu que nous voulons préserver nos liens avec l'OMS et autres, mais quand même, n'oublions pas d'où nous venons. Parce que ceux qui ont aujourd'hui 80 années passées ont vécu avec ces herbes et écorces. Ici, on ne parle pas politique, on parle des choses vécues. Quand vous arrivez chez moi, j'ai les écorces maintenant. Je sais ce que je peux prendre lorsque j'ai le paludisme. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas à l'hôpital. Donc, je crois qu'il ne se fait pas tard pour accompagner Monseigneur Cléda. Un peu comme vous avez vu tout à l'heure avec le coordinateur du Caritas dans l'église catholique qui est venu l'accompagner. Vous avez d'autres personnes. Il faut que les âmes de bonne volonté continuent à l'appuyer parce que, de toutes les façons, nous n'avons pas suffisamment les moyens
si cela nous arrivait comme chez les autres. Il faut Parlons justement d'accompagnement. Il faut mentionner quelque chose, Serge Alain, c'est qu'en fait, cette médecine alternative qui a un fondement historique bien connu et qui porte des fruits que tout le monde connaît aujourd'hui. Il n'y a aucun Camerounais qui peut dire qu'il n'a pas été au contact de la médecine alternative. Mais seulement, dans le cas du Covid-19, c'est tellement visible que l'État ou bien le gouvernement n'ait pas pu accompagner Samuel Keita. Pour le seul fait que dans cette médecine alternative, on ne peut pas détourner des fonds publics. Nous tous nous le savons. Ok, permettez. Voilà, on va d'abord prendre le professeur Diantou qui est déjà là. Professeur Diantou, vous avez regardé le journal, mais vous m'avez dit que cette déclaration était dangereuse. Dites-nous pourquoi. Oui, merci. De dire que le Covid c'est fini, c'est parti, on n'en parle plus, peut être dangereux. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, cette pandémie à Covid a touché différents pays avec des délais d'attaque différents d'un pays à l'autre. Et la population camerounaise étant assez jeune par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays, il y a eu moins de cas, moins de décès, moins de formes sévères. Mais malgré tout, on a eu à déplorer plus de 300 décès et plus de 17 000 cas contaminés. Ce qui fait qu'à l'échelle d'une population, il reste encore un certain nombre de personnes qui n'ont pas eu le virus, qui n'ont pas été en contact avec le virus et qui sont susceptibles d'être exposées. Et on le voit par exemple ici dans nos pays au Canada ou aussi en France, l'éclosion de cas dans des zones où les jeunes qui étaient longtemps confinés se retrouvent en club, dans des soirées, et on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles contaminations. Et ce qui est important, c'est de se dire que souvent, ces formes-là ne sont pas forcément létales pour ces jeunes, mais c'est plutôt les personnes qu'ils vont rencontrer par la suite qui pourront à ce moment-là être exposées. Donc, on est content d'entendre qu'il a guéri, qu'il a soigné de nombreux Camerounais, et ça, c'est une bonne chose de l'entendre. Mais ce qu'on voudrait aussi, c'est de pouvoir l'aider. Et ça, personnellement, je l'avais déjà contacté, Monseigneur Keita et son équipe, pour lui. Oh, des soucis avec le professeur Diantou, il va revenir. Lorsque vous regardez la situation, est-ce que vous sentez que la communauté scientifique accompagne Monseigneur? Est-ce qu'il y a un problème entre Monseigneur Keita et la communauté scientifique? Écoutez, nous sommes dans l'industrie pharmaceutique. Il n'en parle pas beaucoup. Oui. Nous sommes tout à l'heure. L'ouest de Monseigneur Keita. De l'autre côté, là, on n'en parle pas beaucoup. Tout à l'heure. C'est quoi le problème? Oui, tout à l'heure, j'ai dit que Monseigneur Keita doit s'armer de beaucoup de patience parce que il doit affronter un autre combat, celui de l'autoflagellation et l'autodestruction. Je suis pas allé très loin parce que nous sommes dans l'industrie pharmaceutique qui charrie beaucoup d'argent, beaucoup de fonds. Si aujourd'hui, le ministre de la Santé peut-être prend du plaisir, je ne sais pas si c'est prendre du plaisir pour aller très vite embrasser Monseigneur, c'est tout simplement parce que le gouvernement bénéficie de beaucoup de financements dans certains programmes de vaccination, programmes d'épisodie, épidémie, ci et là, sida. Oh, c'est des grandes firmes pharmaceutiques occidentales qui mettent cet argent à la disposition du gouvernement. Et puis, les gens ont mis beaucoup d'argent dans la recherche de ce médicament. Donc, ces lobbies-là ne doivent pas être contents d'écouter M. Keita qui dit carrément en monovision que moi, c'est fini avec le coronavirus, on n'en parle plus. Parce que c'est un gros marché que ces firmes-là sont en train de perdre. Donc moi, je crois qu'il faut regarder ça dans ce sens-là. Oui. Vous voyez, vous ne pouvez pas changer de paradigme si vous restez. Tant que nous ne pourrons pas, comment dirais-je, faire valoir notre indépendance, notre souveraineté, tant qu'on ne peut pas maîtriser notre santé, notre technique de recherche sur les plans médicinaux, voyez-vous, on aura toujours ce genre de problème. Parce que lorsque vous regardez comment est structurée
ces industries pharmaceutiques. À côté, vous avez les industries pétrolières, vous avez des grandes assurances, c'est les mêmes gens, vous voyez Total, vous voyez Sanofi, c'est les mêmes gens. Donc, c'est un groupuscule qui s'arrange à prendre en otage toute la médecine. Voyez-vous, pourquoi les Américains sont sortis de l'Organisation mondiale de la santé? Il faut voir, il faut chercher à comprendre. Donc, comme le président Magache a été combattu par l'Organisation mondiale de la santé, c'est comme ça que Monseigneur Cléda sera combattu. Okay. Donc, il faudrait que le peuple d'abord, c'est le peuple d'abord qui doit le soutenir, l'État après. Voilà. On avait Anatole là ici. Non, oui, je voulais ajouter, que c'est vrai qu'il faut encourager la réponse locale. Je parle de la réponse médicale au niveau de la recherche, notamment pour ce qui concerne les plantes médicinales. Parce que tous ces poisons qui nous viennent de l'extérieur, très souvent la matière première, c'est ici qu'ils viennent la chercher. Donc, par contre, mon problème, c'est que la molécule, entre guillemets, de Monseigneur Cléda a une faiblesse. Il n'y a pas eu de recherche là-dessus, c'est-à-dire il n'a pas voulu peut-être associer le gouvernement dans cette recherche, ou bien il fallait que le gouvernement s'approprie cette recherche, parce qu'il y a quand même un comité scientifique qui a été mis en place. C'est dangereux ce que vous dites là. Donc, très dangereux. C'est très dangereux. Il faut pas accepter ça. Je pense qu'il était important. Vous dites qu'il n'y a pas un protocole par rapport au modèle européen. C'est très dangereux. Je ne voudrais pas entrer dans le fanatisme, excusez-moi. Ben non, il n'y a aucun fanatisme. Est-ce qu'il a fait une enquête épidémiologique? Permettez une enquête épidémiologique? Nous sommes dans un domaine scientifique. Excusez-moi. Je ne suis pas dans le fanatisme. Donc, est-ce qu'il a fait il a fait une enquête épidémiologique pour prétendre que les chiffres du gouvernement, il ne comprend pas pourquoi est-ce que le gouvernement fait régulièrement monter les chiffres, n'est-ce pas, des cas de contamination. Donc, je pense que en même temps, il faut encourager la recherche locale, notamment pour ce qui concerne la médecine traditionnelle, la médecine africaine. En même temps, il faut questionner parce que ce n'est pas très scientifique ce que moi j'ai entendu. Si, Serge Alain, vous êtes dans le paradigme occidental. Vraiment, on s'adresse dans le paradigme. Bien sûr, c'est le débat. Au Camerounais et mon très cher copanéliste Anatole, vraiment, je suis surpris de son raisonnement. Je voudrais lui poser la question de savoir, son gouvernement, le gouvernement camerounais qui est en place, par la voix du ministre de la Recherche scientifique, nous a parlé des chauves-souris. Je vais vous poser une question claire. Quel est le protocole de traitement que la médecine moderne a mis au Cameroun pour traiter les gens qui souffrent du coronavirus? Quelles sont les études sur le plan épidémiologique que le ministère de la Recherche scientifique a fait au Cameroun? Aucune étude. Mais à contrario, vous venez discréditer quelqu'un qui vient pallier à un déficit de gestion dans le cadre du Covid-19 et dont le traitement montre... Je parle en tant que témoin. Ah, vous avez été patient? Bien sûr, je vais vous expliquer. J'ai mon ami personnel, je ne vais pas le nommer, qui a souffert de cette maladie. Il est allé à l'hôpital obstétrique. On a pris des tas d'argent là-bas sans pouvoir le guérir. C'est Samuel qui l'a guéri. Je le dis sur cette antenne, il est en train de m'écouter et il le sait. Monseigneur Cléda ou bien votre camarade? Je dis c'est Monseigneur Cléda qui l'a guéri. Oui. Quand on est arrivé là-bas, au bout de 2 semaines, il a trouvé la guérison. Alors, les hôpitaux publics étaient déserts tout simplement parce qu'on spoliait les Camerounais. Quand vous allez là-bas, on a dit qu'on prenait 300 000 francs pour traiter, n'est-ce pas, les Camerounais qui souffraient du Covid-19. Mais allez voir les factures qui sortaient seulement en matière de scanner. Allez voir les factures que les Camerounais payaient pour d'autres poches de dépenses qui n'avaient rien à voir avec ce protocole de traitement. Alors, on doit féliciter Monseigneur Cléda, qui est venu démontrer qu'en réalité, notre gouvernement, qui ne peut rien faire en faveur du peuple, du moins qui fait de façon limitée ce que le peuple attend, il est venu démontrer qu'il peut faire mieux, et il a fait, et on a vu. Il devrait recevoir une médaille pour avoir fait ça. Parce que, n'étant pas actif dans le domaine de la médecine, il a pu démontrer qu'il peut être efficace. J'espère que son traitement ne va pas devenir le Covid organique du côté Madagascar. Même si ça devient, attendez, est-ce qu'il y a un seul Camerounais qui s'est plaint de ce qu'il est arrivé chez Monseigneur Cléda? Il a été maltraité, qu'il a été délaissé. Mais allez dans tous les centres de Covid-19,
que votre gouvernement a fait, vous verrez comment les Camerounais pleurent. Ils fuient tous les jours. Ah, vous n'êtes pas Camerounais? Mais je suis en train de vous expliquer, je ne peux même pas aller. Si j'avais ce problème, j'irais sur Monseigneur Cléda directement. Parce que quand vous allez là-bas, il y a des trafics qui s'installent encore. On peut même vous créer d'autres situations, alors que ça n'a rien à voir avec le problème que vous amenez. Nous savons tous les scandales de Bonapriso. Nous avons des scandales qui se sont offerts à Mondial Vision sur ce problème de coronavirus dans notre pays, mais aucunement, je n'ai entendu un seul scandale venant du côté de Monseigneur Cléda. Donc c'est un homme à primer, c'est un homme à donner de médailles parce qu'il a rendu service à la nation. Voilà, merci. Je voulais rappeler à Bias que la pandémie du Covid-19 était un problème de santé publique. Justement. Ce n'est pas un problème de parti politique. Qui a parlé de parti politique? Non, parce que depuis vous parlez de MSC. Qui a parlé de parti politique? La campagne électorale est dépassée depuis. Donc, restons dans la question de santé publique. Vous êtes en train de détourner le Camerounais. Non, je vous dis ceci. Qui a parlé de politique? Vous l'ignorez. Ça dit, je ne sais pas si vous l'ignorez. Écoutez, je vous ai laissé parler, Béaz. Mais ne parlez pas de parti politique. Non, depuis vous dites que mon parti. Mais ici, nous sommes en train de débattre. Quand je parle de Cléda, depuis j'ai parlé de mon parti. Si. Est-ce que ce que Cléda a fait, il n'a pas fait? Écoutez, je voulais vous dire les désinformés par les Camerounais. Monseigneur Cléda a bénéficié de l'appui du gouvernement. Il a été reçu par Monsieur le Premier ministre. Peut-être vous n'êtes pas au courant, ou bien vous êtes au courant, vous êtes dans la manipulation. Donc il a été soutenu. Quel est l'espace à droit là que le gouvernement a prévu pour que... Non, là c'est un autre débat. Ce n'est pas un autre débat. Vous avez pris le stade de Mbappé qui est vide. Et vous avez justifié les sommes d'argent qui ont été dépensées pour les besoins de la cause, alors que c'est vide. On pouvait mettre cet espace-là pour Monseigneur Samuel Cléda, qui a apporté de façon claire des solutions efficaces. D'accord, mais il faut déjà comprendre que le Premier ministre, sur l'impulsion du chef de l'État, a reçu M. Cléda. Je le parle en Mondovision. Donc il a été soutenu par le gouvernement camerounais. Soutenu le problème n'est pas là. Vous voulez qu'on le soutienne comment? Mais expliquez. Dites au Camerounais, il a reçu quelle enveloppe? Et ça a coûté combien? Quel accompagnement? Ah ben non. Il a reçu lui donne combien? Mais attends. Bon, vous l'avez donné combien? Pourquoi vous justifiez donc les dépenses? Vous lui avez donné combien? Qui sont supposées avoir été faites alors que ça n'a pas été fait? Monsieur Biad, le problème n'est pas là. Je voulais vous dire que les Camerounais sont conscients aujourd'hui, Didier Imga. Vous ne pouvez pas noyer le poisson. Ce n'est pas la vérité de dire que il a été abandonné. Mais bien sûr, c'est la vérité. Il a été reçu par le Premier ministre sur ordre du chef de l'État. Accompagné comment? Là, je m'arrête là. Je ne rentre pas dans le Congo, ça. Je m'arrête pas. Dites des je choses vais pas aller vraies. Chercher à savoir combien il a eu dans l'enveloppe. Mais on doit savoir. L'enveloppe qu'il a reçue, qu'il a reçue, qui est connue sur la planète Terre, c'est les 50 millions qui ont été offerts par un compatriote. Là, c'est connu. Et le gouvernement a offert combien? Il a été reçu. Vous êtes d'accord qu'il a été reçu? Le saupoudrage? Il a été reçu. Nous ne faisons pas de la distraction. Moi, je pense nous n'avons pas besoin de ça. Revenons au débat. Je voudrais qu'on évite le paradigme occidental. Qu'on dise que Monseigneur Cléda, sa démarche n'est pas scientifique parce que ce n'est pas accepté par les Occidentaux. Il faut qu'on sorte de ce dérèglement mental. Vous comprenez? Lorsque vos grands-parents étaient traités contre je ne sais pas quelle maladie, ce n'était pas sous l'impulsion d'un protocole moderne occidental. Donc, il faut qu'on évite ça. Et évidemment, c'est pour cela qu'aujourd'hui, même les Occidentaux, spécialement, particulièrement la France, qui pensent que après cette pandémie-là, il faut penser une autre forme de consommation. Monsieur, vous avez la parole. On va prendre le professeur Djancho pour son mot de la fin. Professeur, qu'est-ce qu'on doit finalement retenir? La suppression des primes et Monseigneur Cléda. Rapidement. Oui, rapidement. C'est vraiment une leçon à tirer qu'on doit retenir de cette pandémie. Il faut que tout un chacun, on apprenne de ce qui s'est passé. Plusieurs leçons. La première leçon, c'est la leçon de l'anticipation, parce que ce qu'on a observé, c'est une maladie grave qui a touché un pays fragile, comme beaucoup d'autres pays en Afrique, mais pour ce qui est du cas du Cameroun, les infrastructures sanitaires étaient très déficientes. Et c'est aussi finalement ça qui fait que lorsqu'on regarde les différentes initiatives collatérales, parallèles, on voit que par exemple l'initiative de Monseigneur Cléda est née du fait des lacunes du système.
Donc ça, c'est la première leçon, anticipation. Deuxième leçon, c'est de travailler en partenariat. Et ça a été aussi un des éléments qu'on a noté au fil du temps. Au début, les cliniques privées avaient été écartées. Puis par la suite, elles ont été sollicitées pour apporter aussi leur contribution à la lutte. Et troisième leçon qui est importante et aussi fondamentale, c'est l'importance de la traçabilité. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est pas juste les mots qui sont importants, mais c'est aussi de pouvoir tracer les éléments pour reproduire dans le futur. Et c'est pour ce troisième point que je réinsiste sur ce que je disais par rapport à l'action de Monseigneur Cléda. Si il affirme qu'il a guéri des milliers de malades et qu'il y a des données, des preuves, on est prêt à les aider pour apporter cela aux yeux de la communauté scientifique parce que c'est l'occasion pour l'Afrique de montrer qu'il y a une autre médecine, comme certains le clament sur le plateau. Ce n'est pas juste les mots, ce sont les preuves scientifiques, car c'est avec ça qu'on va pouvoir apporter la crédibilité. Donc il faut publier les données, il faut les rapporter, il ne faut pas juste parler dans les différents médias, parce que la science progresse par rapport à la recherche scientifique et par rapport aux données qui ont été rapportées. Merci professeur. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue et pédiatre du côté de Montréal au Canada. Une question va sortir par là. Conseil supérieur de la magistrature, renvoyé à lundi. Oui, vous savez que ça fait plusieurs années que le conseil n'a pas eu lieu et beaucoup de magistrats sont là en attente d'intégration, d'autres veulent avancer et bien entendu certains seront punis. Ça, je ne lis pas sur la boule qui sale, mais vous vous souvenez du dernier conseil. Donc c'est un conseil qui est attendu par ces professionnels du droit là. Donc c'est renvoyé lundi et puis il va se tenir. Voilà. Anatole. Mais écoutez, je pense que vous savez que la magistrature, en tout cas le système judiciaire, c'est une institution et qui doit se renouveler. Comme il a dit mon copanéliste, il y a des promotions, il y a des intégrations, il y a bien évidemment les sanctions, peut-être même l'évocation, pourquoi pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de carrières et de magistrats qui sont bloqués. Donc il va falloir... Et puis le personnel quelquefois est vieillissant. Donc je pense qu'il faut absolument le renouveler, mais sauf que cet organisme malheureusement ne prend pas en compte justement la redéfinition de la carte judiciaire. Okay. Sur le report, 3 jours je pense que le 10, c'est pas aussi loin. Oui. Nous allons attendre. Déjà, nous devons noter que ça fait 3 ans que cet événement devait se tenir et il ne s'est pas tenu. Aujourd'hui, nous devons constater que si on a dit le 10, nous attendons. Mais ce que nous devons noter, c'est que la justice camerounaise marche mal. La justice camerounaise n'est pas au service du citoyen camerounais. Et pour ça, ceux qui sont responsables de cette justice devraient rendre des comptes sur comment la justice fonctionne pour que les sanctions éventuelles puissent être... Oui. Écoutez, l'essentiel, c'est que son Excellence, le président Biya, préside ce conseil. Et je voulais sortir par ici. Il faudrait que certains intellectuels africains revoient leur mentalité. Parce que les Chinois, les Indiens, qui nous ont envahis par leurs médicaments, ne sont pas passés par l'Organisation mondiale de la santé. Ok, merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de Equinox. Merci à vous, cher monsieur. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Bana.